tentative de lecture donc d'une œuvre. C'était quand même une tâche difficile. Et si vous voulez, mon travail va s'appuyer sur un entretien, qui est l'entretien qui a été publié dans le carnet zéro de ce PDR avec Jacques et André Bertin, qui était aussi professeur au ISP ici. On est traité en 1987 et que si je l'interprète pas mal, il a donné naissance au livre Dire la norme, qui était un livre publié en 1980. Et c'est donc dans cette socle que je me suis mis à essayer de comprendre finalement quels sont des enjeux intellectuels là. Et bon, c'est ça. Je pense que pour les explications, c'est plus ou moins ça. Vous allez voir qu'il y a vraiment un côté dans tentative tâtonnante de comprendre cette démarche. Et la deuxième excuse, c'est que je vais lire, parce que c'était un peu la façon de faire face à ça. Et donc, je m'excuse pour ceux qui connaissent déjà ce travail, parce que le texte est vraiment propédeutique, dans ce sens. Donc, dans un premier moment, je voudrais partager avec vous une brève analyse de ce que nous pouvons penser comme étant l'une des hypothèses fondamentales et fondatrices du Centre de philosophie du droit, qui, sauf erreur de ma part, est issue des travaux conjoints, donc je me permets encore, de Jacques et André, et entre la fin des années 80 et le début des années 90. Pour commencer cette démarche de compréhension de l'histoire des hypothèses du centre, je voudrais donc premièrement revenir en survol à l'œuvre de Jacques et André intitulée Dire la norme, droit politique et énonciation, publiée en 1980 à Bruxelles, notamment pour repérer une problématique centrale de l'époque annoncée comme logique de l'énonciation. Ce sera l'occasion donc de revenir sur ce livre que, comme quelques-uns d'entre nous le savons déjà, est un des textes fondateurs de ce PDR à l'égard d'une théorie de la norme, tout comme d'autres ouvrages tels que, je cite, Droit et communication, aussi de professeur Lenoble, et publié en 1994, et Normes et contexte de Marc, donc publié en 2001. Pourquoi je mentionne ces textes-là au lieu de mentionner d'autres? C'est parce que aussi dans cet exercice, je me suis appuyé sur un texte de Luis Garcia, je ne sais pas si vous le connaissez. Et donc, il a publié un petit bilan sur un séminaire qui a eu aussi au SPDR entre 2015 et 2016. Et donc, il me semble que la démarche était justement de revenir sur ce texte et faire plus ou moins peut-être ce qu'on refait ici aujourd'hui, qui est revisiter ces hypothèses et essayer de mettre nos travaux à nous en relation à cela. Et donc, il y a sûrement d'autres œuvres et d'autres recherches importantes, notamment le cas d'Oleg, par exemple, et je ne fais pas mention, mais ce n'est pas parce que la tâche ne me permet pas. Donc ensuite, pour appuyer cet essai de compréhension, je me servirai d'un entretien concédé par ces deux auteurs à Jean de Monck, intitulé « Le projet du Centre de philosophie du droit ». Cet entretien, publié en 1987, dans le carnet zéro du carnet de ce PDR, m'a paru paradigmatique pour comprendre les enjeux en philosophie du droit de l'époque, qui sont, tels comme nous les interprétons ici, non seulement à la base du livre Dire la norme, mais qui fondent également des principaux axes de recherche du Centre de philosophie du droit. Et donc finalement, pour finir cette petite introduction, je vais clôturer mon exposé en revenant dans un entretien. Là, je reste sur la dimension et l'entretien, peut-être aussi parce que c'était plus accessible, mais aussi parce que l'entretien, il nous donne une autre forme de communication. Donc, je pense que quand même, c'était assez intéressant pour revenir sur cette thèse. Et là, je fais référence au entretien donné par Marc à Oscar et Manuel.
et qui était publiée dans la revue Interpretaciones. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Elle vient de sortir. Où aussi se trouvent exposés quelques enjeux actuels de recherche qui se font au sein de ce PDR et qui annoncent en quelque sorte un grand axe de recherche qui nous accompagnera peut-être dans les années qui suivent. Là, c'est oui, voilà, une hypothèse. Donc, pour écrire la norme, Jacques et André partent d'un débat contemporain sur la modernité dans son double versant politico-juridique et philosophique, afin non seulement d'analyser une crise de cette modernité, mais également pour mettre en avant une nouvelle approche conceptuelle du langage à partir de ces trois dimensions. Leur démarche de construction conceptuelle est donc issue d'un diagnostic, plus précisément du diagnostic d'une crise de projet fondateur de la modernité politique, juridique et philosophique. En 1990, déjà passé le bicentenaire de la Révolution française et de l'entreprise critique de Kant, il était nécessaire de souligner l'importance politique et philosophique de ces deux phénomènes pour la tradition moderne et pour les modes de gouvernementalité qui se sont alors établis. Or, c'est précisément cette modernité du XVIIIe siècle qui, 200 ans après, avouait un état incontestable de crise. Pour ce qui est de la crise politique, leur diagnostic révèle non seulement une crise de l'État-providence, où son échec en concilier les exigences de principe de liberté politique, donc le libéralisme, et celle d'un principe d'égalité sociale, socialisme, mais aussi les apories d'une société de plus en plus prise par une rationalité instrumentale et technologique à des effets déstructurants. Dans sa dimension juridique, la crise portait sur des questions épistémologiques fondamentales au sujet du statut du jugement, c'est-à-dire une crise de la figure du juge et de l'acte de juger. Dit autrement, leur démarche dévoilait le fait que le juge n'applique pas une règle dont l'essence est solide et en quelque sorte autonome, mais ce sera son interprétation à lui, donc le juge, qui établirait la signification de la règle. L'enjeu de cette critique se trouvait dans la question posée par les auteurs, je cite, « Peut-on encore parler d'une application de la règle de droit par le juge quand il apparaît que la signification de cette règle est construite par celui qui aura chargé de l'appliquer ?» Le démarche serait alors celle d'un détour par la question philosophique, donc du langage, comme nous allons voir, capable de relier les problématiques apparues dans ces champs politiques et juridiques, présentant ainsi ce que les auteurs nomment une synthèse de positions antinomiques. Il s'agit d'une synthèse faite à partir d'un côté de la proposition issue d'une philosophie de la déconstruction et de l'autre côté d'un retour à Kant travaillé par les auteurs tout au long de l'ouvrage. Tout d'abord, revenons sur ce que les auteurs appellent la philosophie de la déconstruction. Il s'agit ici de montrer de démarches de la philosophie contemporaine dont l'objectif était la mise en marche d'une critique de la raison, inscrite notamment dans la philosophie du langage de Wittgenstein et dans la différence ontologique de Heidegger. Ces deux philosophies, comme montre Lenoble Bertin par la suite, dénoncent la métaphysique, c'est-à-dire la méconnaissance radicale de tout discours métaphysique. Wittgenstein représentant un flanc analytique de cette critique radicale du discours philosophique de la tradition occidentale, tout en suivant la théorie représentationniste de Bertrand Russell, postulait une forme logique commune du monde et du langage, d'où une théorie du langage selon laquelle le monde est constitué de faits qui sont à leur tour représentés par les signes du langage. Pardon, le monde est constitué de faits qui sont représentés par le signe du langage. Selon lui, il n'y a qu'une essence qui formerait la substance de la signification des mots, mais plutôt un sens issu des multiples jeux de langage, instaurant ainsi un versant pratique de la compréhension langagière. Autrement dit, le mécanisme constitutif du sens dans les langages est nécessairement enraciné dans une pratique de vie sociale,
ce qui permet à Wittgenstein une relativisation dénonçant le non-sens des propositions métaphysiques traditionnelles. Quant à Heidegger, représentant en version spéculative, je cite les auteurs, il dénonce le paradoxe qu'il y a à vouloir saisir l'être sur les mêmes modes que celui que notre discours utilise pour saisir un étant particulier. Le discours qui représente l'étant particulier ne peut saisir ce qu'il présuppose, à savoir l'être. L'être n'est pas, seul chaque étant est. Pour cette raison, l'être ne peut être représenté. De cette façon, conclut Lenoble et Bertin, tout discours qui, comme le discours métaphysique, prétend rendre compte de la question de l'être sur les modes de rapport sujet-objet, méconnaît la différence ontologique et est condamné à manquer, à l'oublier, la question qu'il entendait rencontrer. Pour ce qui est du retour à Kant, décrit à partir de son occurrence en Allemagne, à partir des travaux de Karl Otto Appel et Habermas, et en France, principalement en partie des travaux de Alexis Filonenko. Il est une tentative de rétablir le rôle de la raison après la crise diagnostiquée à l'aide des acquis de la critique de la faculté de juger. Et donc, selon les auteurs, le statut de la raison qui est restauré est celui que Kant dégage à l'occasion de l'analyse du jugement réfléchissante, c'est-à-dire de ces jugements que l'on doit mettre en œuvre lorsque l'universel auquel il nous faut référer, le particulier, ne nous est pas donné. Ce qui est ainsi valorisé chez Kant, c'est le statut de la raison comme horizon irréductible de toute démarche productrice de sens, de la raison comme critique de sens. On voit ainsi que la portée universelle de la loi sera reconstruite grâce à une relecture de la notion d'une idée régulatrice où la rationalité complète est posée comme horizon. Il s'agit de transposer le paradoxe entre fini et infini et sous la troisième critique de Kant vers une dimension du discours. Et nous verrons que tout au long de leur ouvrage, les auteurs restent dans un champ conceptuel kantien pour penser cette finitude humaine. Ici, si je peux permettre une petite parenthèse, ces rapports, si j'ai compris, la tentative d'apporter la compréhension d'une finitude chez Kant vers la dimension langagière tient au fait que dans la troisième critique, le jugement qui nous permet de penser Dieu à partir d'un être organisé pourrait aussi mener en compréhension de la finitude humaine. Et si j'ai bien compris, il y aurait d'autres sessions du texte qui vont faire allusion à cette tentative d'apporter cette idée d'infinitude vers le langage, parce que il me semble que c'est vers là qu'on va, au moins pour établir ce concept de logique de l'énonciation. Donc, conclut ce diagnostic initial, il est à partir de ces deux mouvements philosophiques que les auteurs vont pouvoir établir la rupture constitutive entre réel et langage inscrite dans la notion de logique de l'énonciation. Elle implique, je cite, que le système signifiant, et donc le langage, dès lors qu'il entre dans un processus d'énonciation, ne se constitue que sur la base d'une dénégation constitutive. Plutôt que de dire que le langage traduit une impuissance à exprimer les sens, qu'il manifeste un inachèvement essentiel qui en est à la fois la limite et le ressort, nous dirions que le langage ne fonctionne que par l'effet constitutif d'un impossible à dire, au sens où cet impossible à dire n'est pas une limite au-delà de tout ce que nous pourrons toujours dire, mais est la condition de possibilité de toute expression signifiante. Et en ce sens, ne constitue pas un idéal,
mais en conditions originales. Donc plus spécifiquement, dans les champs du droit, leur démarche sera donc celle de pouvoir inscrire le jugement juridique dans une structure discursive tout entière polarisée par la question de la légitimité. Il s'agira, pour le dire sans passer pour toute la démonstration argumentative des auteurs, de montrer un certain paradoxe de la règle, c'est-à-dire montrer que le rapport d'application d'une règle est nécessairement paradoxal. Et cela dévoile un caractère radicalement interprétatif du droit et du jugement juridique, montrant que le droit est l'essence que la communauté produit, il ne cesse de reproduire des énoncés juridiques. Donc là, je reviens à l'entretien. Donc ces mêmes questions semblent être traitées sous un autre angle et en rapport direct avec le travail de recherche CPDR dans l'entretien de 1987. La proximité thématique et chronologique fait penser que les idées discutées lors de l'interview servirent en quelque sorte de source à l'ouvrage Dire la norme, publié 3 ans plus tard. Dans cet entretien, leur premier éclairage porte sur la notion de droite contre laquelle on écrit. Ici apparaît, à mon avis plus clairement, le modèle positiviste du droit, entraîné au XIXe siècle, et qui fait en quelque sorte que la philosophie du droit s'autonomise, s'affranchissant aussi de la réflexion classique sur la raison pratique et sur le lien entre raison et action. C'est-à-dire la prétention de la raison à définir les conditions d'une action légitime dans les champs sociaux. Dès lors, une des tâches de centre est celle de prendre en charge des questions classiques de philosophie du droit, mais ayant pour hypothèse la non-autonomie de la philosophie du droit. Dès là, l'importance des disciplines comme la philosophie du langage et la philosophie politique pour pouvoir penser le statut du droit tel qu'il fut cristallisé après sa version positiviste. Cette approche, disent les auteurs, dans la justification méthodologique du centre, proportionnée en rapport aux instruments conceptuels à l'aide desquels on peut redéfinir à la fois les conditions de possibilité du discours théorique sur le jugement juridique ou politique et les grands schèmes de réponse que l'on peut mettre en œuvre pour répondre à ces questions. Et donc de cette façon, je cite, la tentative de notre centre de philosophie de droite est d'interroger de manière critique le schème positiviste en disant qu'il présente un certain nombre d'apories. De la même façon, on voit apparaître dans cet entretien la notion de logique du signifiant et qui, telle la notion apparue dans l'ouvrage de 1990, tient à l'émergence de sens qui est intrinsèquement liée à une chaîne langagère. Comme le dit Bertin, le langage manifeste quelque chose qui relève de l'impossible à dire, d'une façon telle que toute tentative de penser le langage selon une logique de l'universel ou selon une logique de l'idéal échoue ou achoppe sur ces paradoxes. En autre parenthèse ici, il me semble que on peut en discuter après, si la notion de logique de l'énonciation qui se trouve dans l'œuvre n'est pas dans le traitement traité encore comme la logique signifiant, ou s'il ne s'agit pas du même concept. Bon, je continue, je me dirige vers la fin. Donc, plus exactement, la logique du signifiant visait spécifiquement le discours et porte une contradiction qui est de l'ordre du signe, tel que Derrida la pose et sur lequel les auteurs s'appuient en partie. Dit autrement, je cite, l'émergence du sens dans l'ordre du langage est totalement dissociée d'un signifié antérieur au langage qui viendrait se dire dans le langage. Il s'agit ainsi d'une dissociation radicale entre l'ordre du monde et l'ordre du langage. Cet caractère irréductible du monde et du langage ouvre néanmoins une réflexion sur ce qu'il est de la capacité d'invention, puisque cette transgression s'accompagne généralement d'une forme de production imaginaire au nom de laquelle on recouvre
à chaque fois ce qu'il en est de l'articulation logique de l'émergence de sens dans le langage. Demandés sur des effets politiques de leur recherche, les auteurs renvoient alors à l'importance de la réflexion de la question de la légitimité et de la validité de la norme sociale. En plus, leur question se faisait plus importante face à un renouveau à leur époque du débat sur la démocratie, et les auteurs affirment, je cite, « repenser un modèle de fonction de juge qui en assure l'ouverture la plus grande ou l'abandon de fonctions qui l'inscrivent dans le jeu de l'idéal, tel est peut-être un des moyens pour penser la nécessaire inscription d'une pratique sociale démocratique, c'est-à-dire respectueuse du seul jeu de la pluralité constitutive de l'être ensemble. » Ainsi, cette démarche de compréhension de l'obéissance à la norme, à la loi, se décline dans une compréhension de l'opération constitutive dans le lien social, puisqu'elle permet l'unité et la cohésion au sein de la société. Et là, c'est le moment où j'ai fait un survol méthodologique et je reviens sur l'entretien de Marc à Oscar et Manu, justement parce que bon, là je vais peut-être pas lire, mais je ne sais pas si vous avez l'opportunité de lire. Là, je pense qu'il y a quand même un éclaircissement sur la démarche de l'usage de l'idéalisme allemand pour penser l'intersubjectivité. Et il me semble que là, on passe par deux autres sujets, deux autres hypothèses qui furent et qui peut-être seront les hypothèses de centre. Donc, une analyse de la démarche décoloniale et aussi on annonce d'une tentative de lecture du populisme qui, je pense, qui est finalement le travail sur lequel Jacques et Marc s'y dédient maintenant. Et oui, c'est ça. Malheureusement, je n'ai pas pu connecter mieux cette toute première démarche avec le cheminement du centre dans les dernières 30 années. Mais je pense qu'il quand même resté sur cette œuvre, c'était une manière de voir finalement le moment de naissance. Et c'est ça, j'espère que ça a pu aider en quelque sorte, et au moins vous laisser un peu curieux pour aller chercher le carnet de CPDR. Le zéro. Le numéro 0. Merci beaucoup.